définie qui doit être le surpassement de votre ego vers un idéal beaucoup plus parfait, beaucoup plus sublime. Voilà, au sens de la sublimation. C'est parce que si je fais la même chose que j'ai fait avec les pierres, avec les végétaux, j'arrive au niveau des animaux, on se retrouvera dans une conférence de moins 10 ans de temps. C'est pour ça que je serai obligé de passer très rapidement. Mais vous devez savoir que dans l'univers végétal, il y a les végétaux d'ancrage, il y a les végétaux d'expression de notre personne temporale et de notre existence. Il y a les végétaux qui expriment notre projection, notre perfectionnement et le dépassement de nous-mêmes vers le meilleur. C'est la même chose sur le plan animal. Et généralement, on dit que l'homme, parmi les animaux, est l'animal le plus intelligent, l'animal le plus créatif, l'animal qui innove. Même si nous savons aujourd'hui que de tous les animaux, l'homme fait partie de ceux qui veulent créer la chute du climat, la chute de l'univers, à cause de ses ambitions exacerbées, de ses ambitions incontrôlées. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la cosmologie est ancrée dans les divers règnes du réel. Maintenant, le réel qui nous apparaît de manière immédiate, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Et à travers l'environnement, nous avons l'environnement le plus riche, qui est l'environnement tempéré et chaud, où il y a les forêts, où il y a les steppes, je veux dire les savanes, les steppes, et y compris les déserts. C'est-à-dire, dans cet environnement, nous avons les diverses manifestations de la géographie terrestre. Et le meilleur de ces environnements, c'est l'environnement africain. On nous dit donc, à travers les recherches crédibles, qui sont jusqu'à présent incontestées, que le premier homme a émergé de cet environnement, qui est l'environnement clément, à savoir l'environnement chaud et tempéré, c'est-à-dire sous la zone de l'équateur. Et donc l'homme, étant émergé de la zone des Grands Lacs, a donc pu expérimenter les divers aspects du réel qui se sont présentés à lui. Et il n'est étranger à aucun aspect du réel. Car en Afrique du Sud, nous avons la neige. En Afrique du Nord, nous avons la neige. On nous dira bien évidemment qu'au début, il y avait la Pangée, qu'il n'y avait pas le continent africain, il n'y avait pas le continent européen, il n'y avait pas le continent nord-américain, australien, je ne sais pas quoi. Mais nous disons et nous insistons, avant la dérive des continents, aucun homme n'existait sur Terre. L'homme a commencé à exister après la dérive des continents. C'est ce que l'archéologie, la paléontologie, l'histoire, la géographie et autres nous disent aujourd'hui. L'homme n'est jamais né avant la dérive des continents. Je pourrais même aller plus loin. Avant la dérive des continents, on n'est pas sûr qu'un animal existait déjà sur Terre. Nous attendons les informations, on ne le dit pas de manière absolue en ce qui concerne l'existence des animaux avant la dérive des continents. C'est une information qui peut nous parvenir, une information scientifiquement soutenue, qui peut nous parvenir pour nous dire que les animaux existaient déjà sur Terre avant la dérive des continents. Nous attendons cette information. Nous avançons donc en disant que l'environnement où l'homme est né a déterminé sa manière d'être et sa manière de penser et sa manière d'agir. L'environnement où l'homme est né a déterminé sa manière d'être, sa manière de penser et sa manière d'agir. Car lorsque l'enfant sort du ventre de sa maman, cet enfant pousse le cri, car au sein du ventre de sa mère, il était dans une température chaude. Lorsqu'il sort, il se confronte à une température différente de celle du placenta lorsqu'il était dans le sein de sa mère. C'est la raison pour laquelle il est donc obligé de pousser des cris, car il se retrouve dans un climat différent de là où il était. Donc, l'environnement conditionne l'être, je veux dire, l'apparence, le paraître. L'environnement conditionne le mode de pensée et l'environnement conditionne le mode d'agir. Et c'est la raison pour laquelle le premier homme
qui est né dans un environnement clément, c'est-à-dire tempéré et chaud, c'est un homme qui a créé les premières civilisations, à savoir bâties sur la logique matriarcale, car c'est la femme qui structure la société, c'est la femme qui déploie la pensée et c'est la femme qui organise la société, fondamentalement. Donc, les premières sociétés humaines, fondamentalement, sont des sociétés matriarcales, car la mère est le symbole du sacré. Étant entendu que le premier symbole qui constitue l'avènement de tous les instants, de tous les êtres vivants, est le cercle ou la sphère, qui est le symbole de la matrice, qui est le symbole de l'utérus, qui est le symbole de l'œuf, et donc qui est le symbole du féminin. Car le cercle, la sphère, la matrice, l'œuf sont matérialisés à travers les ovaires et les ovules et l'utérus de la femme. Quand on voit même la femme à travers ses diverses rondeurs et même sa morphologie, les seins sont toujours sous forme de sphère. Quand on voit même son vagin, c'est sous forme de sphère. Quand on va à l'intérieur de l'utérus, c'est sous forme de sphère. Les ovaires, c'est sous forme de sphère. Les ovules, c'est sous forme de sphère. Donc l'œuf, le cercle, la sphère sont le symbole du féminin. Tandis que la droite, la flèche, l'obélisque, la montagne et le déploiement vers l'infini sont le symbole du masculin. C'est ça qu'on entend par conquête. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est le conquérant par excellence, pendant que la femme est la conservatrice par excellence. Donc nous sommes là dans la cosmologie fondamentale, la vision fondamentale du monde, pour dire les premiers hommes, comment ils voyaient le monde. Et jusqu'à présent, quand on voit les symboles du réel, que ce soit dans le monde moderne, on comprend toujours que le cercle et la sphère sont le symbole du féminin, tandis que la droite et la flèche sont le symbole du masculin. Or, la flèche et la droite sortent du féminin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on doit préciser que dans la pensée originelle, c'est plutôt l'homme qui est sorti de la femme, au lieu que la femme sorte de l'homme. Ne serait-ce que sur le plan des symboles. Quand on évolue pas, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du cercle et de la sphère, on peut avoir tous les symboles mathématiques, c'est-à-dire la droite, le triangle, le rectangle, le carré et tous les symboles mathématiques peuvent être compris au sein du cercle ou de la sphère. Quand on va plus loin, quand on regarde sur le plan existentiel, on se rend compte que la femme met au monde le petit garçon et la petite fille. C'est-à-dire, le petit garçon et la petite fille sortent en même temps de la femme et du garçon. Je vais dire de la femme, en fait. La femme est donc la mère du fils et de la fille. On va encore plus loin. Quand on regarde la constitution biologique de la femme, on se rend compte que la femme a non seulement tout ce que l'homme a, c'est-à-dire la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, les pectoraux, l'anus, les fesses, les jambes, les bras, le cœur, les poumons et tout ce qui est à l'intérieur. Mais la femme a quelque chose de plus que l'homme n'a pas. La femme a le vagin et elle a l'utérus que l'homme n'a pas. La femme a les seins que l'homme n'a pas. C'est-à-dire que la jeune fille qui a 5 ans, qui a 6 ans, qui a 7 ans, elle a les pectoraux comme le jeune garçon, mais à un certain moment, les seins commencent à apparaître. C'est là où le jeune garçon se rend compte que la femme a ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire que de manière potentielle, en la femme, il y a des capacités, les facultés que l'homme n'a pas. Quand on va encore sur le plan de la constitution biologique au niveau du sexe, on se rend compte que le membre viril chez la femme, c'est son clitoris, c'est-à-dire le pénis que l'homme a. Alors que chez l'homme, il n'a que ce pénis et de l'autre côté, chez la femme, en plus du pénis qui est son clitoris, elle a le vagin que l'homme n'a pas. Elle a l'urètre à travers c'est-à-dire qu'elle a le clitoris
Elle a là où les urines sortent, c'est-à-dire l'urètre. Et en plus de ça, elle a le vagin. Vous allez dire qu'entre les deux, il y a un match. Il n'y a pas match. La femme est plus complète que l'homme. On va plus loin. La femme a l'utérus pour enfanter. C'est-à-dire, l'utérus est le laboratoire pour donner les formes aux choses, pour enfanter la réalité. L'homme n'a pas ce laboratoire en lui. Oui, on va nous dire maintenant que l'homme a besoin, pour que la femme enfante, de donner son spermatozoïde ou de ses spermatozoïdes pour que la femme puisse concevoir. Oui, c'est vrai. Mais dans la logique des spermatozoïdes et ovules, on entre là dans ce qu'on appelle la génétique, n'est-ce pas? Mais quand on entre dans la génétique, nous avons deux types d'ADN. Nous avons l'ADN mitochondrial et nous avons l'ADN nucléaire. Et quand on fait donc l'archéologie des deux ADN, on se rend compte que l'ADN mitochondrial est plus ancien que l'ADN nucléaire. Et donc, si l'ADN mitochondrial, qui est l'ADN féminin, c'est-à-dire le XX, plus ancien que l'ADN nucléaire, qui est le XY, ça veut dire que le XY sort du XX. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il a fallu une mutation du XX, c'est-à-dire une différenciation originelle du principe premier qui est égal à lui-même, A est égal à A, XX, pour qu'on puisse obtenir XY. La différenciation originelle, c'est ça qui engendre donc le XY. Ça veut dire que le masculin sort du féminin. Contrairement à ce que les textes dits sacrés, moi je n'appelle pas ça les textes sacrés, les textes dits sacrés des Hébreux, des Arabes et autres nous disent que c'est plutôt de l'homme que la femme est sortie. Nous, dans la pensée africaine, à travers tout ce que je viens de déployer, c'est plutôt de la femme que l'homme est sorti. C'est l'inverse qui est vrai. Donc, tous les systèmes spirituels, à savoir le judaïsme, le christianisme, l'islam, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le gnosticisme et tous les mouvements rosicruciens, que ce soit la Rose-Croix Amok, la Rose-Croix Marsen, parce que la Rose-Croix Amok, c'est le courant d'Akhenaton. Et dans plusieurs interventions qui me concernent, où j'ai pu déployer mes investigations scientifiques, j'ai démontré qu'Akhenaton est un pharaon hérétique. Et là, je m'allie avec Ndumbi Fakoli, le doyen Ndumbi Fakoli, qui a parlé d'Akhenaton, le pharaon mégalomane, dans son ouvrage. Et ayant creusé la réalité de la 18e dynastie égyptienne, j'ai constaté effectivement que la grand-mère d'Akhenaton, qui s'appelait Moutemouya, est d'origine inconnue. L'un de ses parents est d'origine inconnue. Et dans la généalogie des pharaoniques, à chaque fois que vous entendrez que quelqu'un est d'origine inconnue, dites-vous que c'est un étranger. Parce que nos ancêtres qui ont inventé l'écriture prenaient toujours le temps de tout consigner. Donc, les pharaons autochtones, on connaissait leur mère, on connaissait leur père, leur grand-mère, leur grand-père, leur arrière-grand-mère, leur arrière-grand-père, etc. On connaissait leur généalogie. Quand vous commencez à entendre que d'origine inconnue, soit du côté du père ou du côté de la mère, commencez à vous poser des questions. Ça, c'est une recherche fondamentale à laquelle j'invite tous les frères et toutes les sœurs à s'investiguer. Donc, pour dire que tous les partisans de la Rose-Croix Amok qui se réclament d'Akhenaton sont rangés dans le lot des sémites. La Rose-Croix d'or, c'est une reprise de la pensée gnostique chrétienne. Donc, les gnostiques et les rosicruciens de la Rose-Croix d'or sont les mêmes. La Rose-Croix Marsendel, c'est la même variance de la Rose-Croix d'or. Tout le Rotary, ce sont les variances de la franc-maçonnerie et autres. Et dans la franc-maçonnerie, il y a l'ordre qui se réclame du gnosticisme, c'est-à-dire du christianisme primitif, et l'autre branche qui se réclame de la Kabbale, sans oublier celle qui se réclame de l'hermétisme grec et autres. Et tout ça, ce sont des courants syncrétiques qui n'obéissent plus à l'orthodoxie de la pensée africaine. Car les prêtres d'Amon qui ont combattu les Ptolémées, qui ont combattu les Romains et qui ont combattu tous ceux qui sont venus après, n'auraient pas pu transmettre l'enseignement orthodoxe à ces courants spirituels.
Nous avons la documentation. Et quand nous parlons avec autorité parce que nous avons la documentation qui peut permettre aux uns et aux autres de pouvoir vérifier ce qu'on est en train de dire. Et nous ne parlons pas, moi je suis, peut-être qu'on ne vous a pas dit, je suis enseignant, je suis professeur d'université, je suis chercheur très avancé. Ce n'est pas pour dire que ceux qui m'écoutent là ne sont rien. Parmi ceux qui m'écoutent, peut-être qu'il y a même plus illuminés et plus éclairés que moi. Mais on se dit une chose, c'est que si on doit rebâtir l'Afrique, il faut que notre science soit bâtie sur la démonstrativité de nos énonciations. C'est-à-dire que quand on dit une chose, il faut qu'on soit capable de l'étayer sur la base de la documentation et sur la base des expériences pratiques. Que chacun, lorsqu'il va vers le réel et qu'il vérifie que ce qui a été dit, on peut le rencontrer dans le réel. Et ce n'est que sur la base de cette correspondance entre ce qui est dit et ce qui est réel qu'on peut dire qu'effectivement, on est dans la vérité. Car la correspondance entre la pensée et le réel, c'est ça qui est le fondement de la vérité et de toutes les lois de l'univers. Donc, j'étais en train de dire que l'environnement a moulé un premier ordre social, qui est un ordre matriarcal, qui montre donc que c'est la femme qui est le principe de la genèse, de la génération, de la procréation, de la conception. Hein? Et la femme, elle va plus loin. Elle est le principe de l'éducation. Je vous dis, on dit Djeotitot, qui est le Dieu de la sagesse, qui est le symbole, le scribe de Dieu, qui est ceci, qui est cela. Mais Djeotitot, lui-même, il a enseigné par qui? Ah, je vois Séchat. Il y a une Séchat sur le... Il y a une Séchat là. Salut Séchat. C'est toi la mère qui enseigne Djeoti. Voilà, c'est cool. C'est toi la mère de Djeoti. C'est toi qui es l'éducatrice primordiale. C'est-à-dire que c'est toi qui initie l'éducation en fait. Et si les femmes n'ont pas encore compris ça, l'Afrique ne peut pas éclore. Car le noyau atomique, hein, voilà. Merci. Voilà, c'est chat. Voilà, merci. C'est toi la mère. On a des fresques où tu es assise derrière toi, tu lui donnes les ordres et tu prends les notes. Il écrit. Hein? Si vous entrez dans ma chaîne YouTube, Pekia Kamata, Pek, P-E-K, Kamata, K-A-M-A-T-A. Vous allez voir le logo de ma chaîne où la déesse Séchat est assise derrière. Elle parle à son fils. Voilà, donc c'est juste une manière de vous remettre là où vous devez être. Nos soeurs, nos mamans, nos déesses. Donc, bienvenue. Bienvenue. Voilà, donc on était en train de dire que le fondement des sociétés primitives est basé sur la logique matriarcale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hommes, nous, vos fils, nous devons vous accorder la place que vous méritez, mais nous voudrions aussi que vous redeveniez rigoureuse, parce qu'on constate aujourd'hui que vous êtes beaucoup plus penchés vers la sensualité, le sensualisme, la sensibilité, et parfois, on peut vous égarer, vous pouvez vous égarer à travers ce sensualisme. Donc, nous vous invitons, nos mamans, vous nos mamans, vous nos soeurs, vous nos épouses, et vous nos soeurs et autres, à retrouver l'état de rigueur. L'état de rigueur. C'est-à-dire qu'une femme doit être celle-là qui rectifie la maths, l'ordre, la justice, l'équité et l'harmonie. Donc, le fondement des sociétés primitives est un fondement matriarcal. Contrairement à ce que l'Occident a voulu nous présenter en nous disant que le fondement est patriarcal, parce que c'est la femme qui a amené le péché et tout ça. Dans le livre de la Vache du ciel, c'est tout le contraire. Le livre de la Vache du ciel est plus ancien que le premier manuscrit de la Bible et de la Torah, c'est-à-dire de la Bible hébraïque et de la Bible chrétienne. Donc, le livre de la Vache du ciel nous dit que le déclin de l'humanité vient plutôt de la masculinité. Donc, les caractéristiques sont symbolisées par ce qu'on appelle la pulsivité, l'impulsivité et l'agressivité et la volonté de conquête et la volonté de puissance. C'est-à-dire le masculin qui s'étend comme le coup de poing. Va donc vers l'infini.
Mais comme l'infini n'est jamais infini, il a fallu qu'il y ait l'arc qui reforme, qui réforme, qui donne forme et qui concilie et qui, je veux dire, réprimer, c'est-à-dire dominer, dompter cet ego surdimensionné qui est symbolisé par le masculin pour former donc cet arc qui forme ce cercle et qui donne donc la sphère, qui donne la matrice, qui donne les ovaires, qui donne les ovules, qui donne le vagin, qui donne tout ce qui est donc à l'origine de l'avènement de la vie dans l'univers. C'est pour ça qu'au-dessus de la croix ancre, vous allez donc voir ce cercle. Et après, vous allez voir la spatialisation. Et en bas, vous allez voir la temporalisation. C'est la discipline qui part de la circularité. C'est cette circularité qui spatialise et c'est cette circularité qui temporalise. C'est-à-dire qui donne la tempérance en dehors de la temporalité. Donc, les sociétés patriarcales qui sont nées après sont nées en réaction contre les sociétés matriarcales pour dire que oui, c'est la femme qui enfante, c'est la femme qui fait tout, mais c'est l'homme qui conquiert, qui cherche à manger, qui cherche à boire, c'est lui qui combat, c'est lui qui est tout ça. Donc, les sociétés patriarcales sont nées en réaction contre les sociétés matriarcales. Et les sociétés patriarcales sont le propre des peuples nés dans la neige et dans le désert. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nés dans la neige, ils ont les tempêtes de neige. Ceux qui sont nés dans le désert, ils ont les tempêtes de désert. Et il y a une similitude entre les deux. Non seulement au niveau des tempêtes, c'est-à-dire la tempête de la neige et la tempête du désert. Une deuxième similitude porte sur le fait que celui qui est dans la neige et dans le désert a constamment faim, constamment froid, constamment soif ou constamment chaud de l'autre côté. Et donc, il faut se mettre à la quête de l'alimentation et à la quête de la boisson. Et comme il y avait des femmes qui avaient des petits bébés, d'autres qui étaient enceintes, incapables de parcourir de longues distances pour chercher de l'eau à boire, pour chercher à manger, ce sont les hommes qui se chargeaient de cela, que ce soit dans la neige, que ce soit dans le désert. Parce que dans la neige et dans le désert, on a faim et on a soif, parce qu'il n'y a pas l'eau à profusion, il n'y a pas à manger, il n'y a pas la végétation, il n'y a pas le gibier. De manière perpétuelle, comme on voit dans les forêts, là où le climat est favorable. Donc, il fallait donc parquer et stocker ces femmes dans les grottes. Que ce soit dans le désert, que ce soit dans les neiges, il fallait les stocker dans les grottes. Non seulement pour qu'elles puissent attendre que les hommes aillent chercher à manger et à boire à travers de longues distances à parcourir, mais aussi pour les protéger contre les tempêtes de neige et les tempêtes de désert. Donc, les femmes enceintes et les femmes qui avaient les nouveau-nés, il fallait qu'on les protège. Et on en est arrivé au niveau où, comme c'est les femmes, les hommes qui protégeaient donc ces femmes et qui partaient en même temps chercher à boire et à manger en livrant des guerres, ils ont donc commencé à se dire que comme c'est nous qui protégeons les femmes et comme c'est nous qui les nourrissons, nous sommes donc devenus les maîtres de la famille. D'où la naissance du patriarcat. Le patriarcat n'est pas né autrement, il n'est né que sur la base des principes que je viens de vous donner. La simple idée de se dire, parce que je vous nourris et je vous protège, c'est moi qui commande. Alors que le vrai pouvoir, il est mystique. Le vrai pouvoir, il est existentiel, c'est-à-dire au niveau de l'avènement au monde, la naissance, et même au niveau de la mort. Donc, le vrai pouvoir, la femme l'a perdu à cause des questions d'ordre existentiel, d'ordre de survie, c'est-à-dire manger et boire, et se protéger contre les tempêtes de neige et les tempêtes de désert. Et le simple fait que l'homme aille faire la guerre à la place de la femme qui a le petit bébé et qui ne peut pas aller faire la guerre, l'homme commence donc à dire qu'il est très puissant. D'où la naissance de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit masculin et Dieu le Fils masculin. Voilà, vous comprenez donc. Ça dit que je suis juste en train de vous montrer comment toutes ces choses sont nées. Ça dit qu'en fait, ce sont des fabrications basées sur l'existence que les humains ont vécue sur Terre. Donc,
L'environnement, comme j'étais en train de le dire, conditionne le mode de pensée, le mode de vie, le mode d'être, le mode d'organisation et le mode de comportement. Ça, je reviens sur ça. Et cet environnement est donc lié à l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit environnement et histoire. C'est-à-dire que ce que un peuple a vécu détermine ce que ce peuple est actuellement. Et ce qu'un peuple a vécu est d'abord déterminé par l'environnement dans lequel ce peuple est né et s'est développé. Vous avez compris donc le rapport entre environnement et histoire. Quand on a donc terminé le rapport entre environnement et histoire, qui montre que chaque peuple, chaque groupe d'humains qui est né dans une zone est conditionné par cet environnement et manifeste une manière de voir, une manière d'être et une manière de vivre dans cet environnement. Vous pouvez donc comprendre la suite. Et la suite, c'est les mythes. On entre donc immédiatement au niveau des mythes. Vous allez donc voir que dans les mythes, qui sont exprimés à travers les cosmogonies, les mythes les plus anciens, en ce qui concerne les peuples de l'humanité, montrent que le sacré est symbolisé par le féminin. Et ce sacré, ses premières traces, on le retrouve en Afrique. On ne va pas revenir sur les histoires de la grotte de Blombos, la grotte de Lobombo, l'os du Shango, la chronologie de Manéthon, le calendrier nubo-égyptien qui remonte à 31 000. On ne va pas revenir sur et tout ça. Juste pour dire que les premières formes d'écriture qui existent en ce qui concerne les inscriptions des noms des premiers Horus sur les cartouches, on est là autour de 3400 avant l'ère, 3600 avant l'ère actuelle. Et les écritures, les premières formes d'écriture sumérienne émergent autour de 3200 avant l'ère actuelle. Donc, cela montre que le peuple noir, encore que le peuple de Sumer, la civilisation sumérienne, est initiée par les Noirs. Donc, on ne va pas s'étendre dessus parce que ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir. Et les gens pourront m'écrire inbox à travers le numéro plus 237 676 40 74 40. Je répète, plus 237 676 40 74 40. Vous pourrez m'interroger inbox pour des détails que j'évoque à travers cette conférence. Juste pour dire que dans la pensée originelle, les premiers symboles du sacré sont les symboles féminins. Et c'est la raison pour laquelle, à travers les récits mythologiques les plus anciens sur la structure et l'avènement de l'humanité, on rencontre des divinités telles que Sekhmet, telles que Wadjet, telles que Nekbet, telles que Hathor, telles que Serket Heti, telles que Nun, Nenu, qui est la matrice originelle à travers laquelle toutes choses sont manifestées. Toutes les choses sont manifestées. Donc, quand on dit Nenu, dans Nenu, il y a une duplication, une polarité. Il y a Nenu, et il y a Nenu. Nenut et Nenu, c'est-à-dire Nun et Nunet. Nous avons donc une polarité féminine et masculine. Mais la base, c'est la matrice. Car on dit toute chose émane de la matrice. Et c'est au sein de la matrice que toute chose est conçue. Donc, le principe primordial et les premières figures de la divinité, que ce soit même dans les cosmogonies, les mythes d'avènement de l'humanité et de tout ce qui existe même. On dit, au départ, il y avait l'œuf, il y avait les os, mais au sein de la femme, il y a les os. Dans l'utérus, quand on dit la poche d'eau, c'est percée. La poche d'eau, l'eau amniotique qui abrite l'embryon. Voilà. Dans le ventre de l'homme, il n'y a pas ça. Encore, on va plus loin. L'œuf, c'est au sein de la femme que l'œuf se forme. Ce n'est pas au sein de l'homme. Donc, les os amniotiques et l'œuf, on retrouve ça chez la femme. Ce n'est pas chez l'homme. Voilà. Donc, il n'y a même pas de débat dessus. Il y a des choses sur lesquelles on peut débattre et des choses sur...
pour essayer de s'entendre, créer l'équilibre. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas débattre parce que quand on voit la réalité, l'évidence se manifeste en nous. Quand on voit la forme du soleil, vous ne voyez pas que c'est une forme circulaire, la forme de la lune, toutes les formes apparentes à l'origine, même la tête humaine, même la tête même du pénis de l'homme, c'est une forme circulaire, la tête du pilon. La tête du pilon. Vous connaissez le pilon? Voilà, bon, je vais avancer. Il ne faut pas trop rire là-bas, hein, on est en train de... Donc, je voulais juste dire que les frères et les sœurs, on est là sur les bases fondamentales de la pensée africaine. Et on ne s'amuse pas avec ces bases. Car c'est sur cette base que tous les rituels prennent sens et prennent le vrai pouvoir. Donc, pour dire que les premières figures dans la pensée africaine sont féminines. Et donc, toutes les figures divines masculines viennent après. Quand vous allez voir l'archéologie des mythes négro-africains, vous allez voir des divinités comme Wadjet, Nekbet, Serket, Hétit, Hathor, Sekhmet, Nun, ou bien Nounet. Bref, les figures féminines sont au fondement de la pensée négro-africaine. Et toutes les divinités masculines viennent après. Si vous avez besoin de la documentation qui va consolider ce que je dis, vous pourrez la voir, je vais vous en donner, ne vous inquiétez pas. Donc, l'environnement et l'histoire façonnent la manière de voir. Et on constate donc que chez la femme, il y a le souci de non-discrimination, car la mère qui a engendré tous ses enfants, elle a eu les mêmes douleurs. C'est aujourd'hui que les mères choisissent leurs enfants pour dire que j'aime plus tel, j'aime plus non. Ce n'est pas parce qu'il est devenu un très bon garçon. Non. Au niveau de la jeunesse, de la naissance, tu ne peux pas distinguer celui que tu aimes le plus. Parce que tu as enfanté tous dans la douleur. Et tu as eu tous ces enfants sortent de toi. Donc, le principe de discrimination, vous voyez ce que je porte là. Autour, il y a le cercle. Et il y a des rayons qui émanent. Des rayons, des rayons, des rayons, des rayons. Le socle-ci, le cercle de base, là, c'est la femme. Et tout ce qui émane là, ce sont ses enfantements. Ce sont ses amours. Ce sont ses sensations. C'est sa sensibilité. Ses diverses sensibilités. Et comme la femme est donc complexe et multiple, elle est donc le mystère des mystères. Et c'est pour ça que dans les confréries négro-africaines, les confréries les plus puissantes et les plus mystérieuses sont les confréries féminines. Ça, c'est ce que les femmes ne savent pas. Vous êtes les plus grandes magiciennes de l'univers. Car c'est même grâce à la femme que Osiris a ressuscité. Donc, la base des sociétés, elle est matriarcale. Et l'organisation sociale est basée donc sur la femme qui ne distingue pas ses enfants. Car tous ses enfants sont ses enfants. Elle aime tous ses enfants. Elle est donc la base de l'équité, de l'harmonie, de l'ordre social, de la justice et de la vérité. Non, maman. Bonsoir. Il y a la maman là. Apla Atila. Comment vas-tu? On est avec vous, hein. Rassurez-vous, on est en train de vous donner votre place. Mais on veut que vous soyez rigoureux vis-à-vis de vous-même. Que vos sensations et votre sensibilité ne dominent plus sur vous, mais que les lois de maths deviennent le modèle qui meuble et qui moule votre attitude et votre comportement. C'est à partir de vous que l'Afrique va renaître. J'insiste sur la vision du monde qui est la première, la vision africaine du monde. C'est grâce à elle que la civilisation est née. C'est-à-dire, c'est grâce à vous, nos mamans, qui avez institué l'ordre, la beauté, parce que la beauté, c'est le symbole de la déesse Hathor, qui n'est rien d'autre qu'une autre figuration de Maat. La beauté, l'ordre, l'harmonie, l'équité, la non-partialité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la tante, quand la tante vient régler les problèmes de ses neveux, elle règle ça sur la base de la justice. Parce que la tante aime tous ses neveux, n'est-ce pas? Ou bien l'oncle maternel. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la famille de la mère, ceux qui viennent de la mère aiment tous ceux qui sont sortis du ventre de la mère ou de leur sœur.
Et ils viennent donc juger sur la base de l'impartialité. Ce n'est qu'aujourd'hui que parce que quelqu'un a les milliards ou les millions, ou il est trop beau, il est trop fort, que vous les femmes, vous êtes séduites. Et là, on va vous combattre. On va vous combattre. Il ne faut plus vous laisser séduire par des choses comme ça. Vous devez être l'incarnation de la justice, de la vérité, de l'ordre, de l'équité et de l'harmonie. Nous insistons dessus. Frère, j'espère que nous ne nous sentons pas lésés. Ce sont nos mamans. Hein? Voilà. Donc, on évolue. Les mythes fondateurs montrent donc que les symboles les plus anciens sont féminins dans les mythes négro-africains. Et l'Africain qui est le plus ancien de tous les hommes sur Terre. Au-delà de ça, il y a donc ce qu'on appelle les fondations. La fondation, en ce qui concerne l'organisation du peuple. Cette fondation se passe autour du féminin, c'est-à-dire la femme, la mère. Le mari est là. Le mari joue son rôle. Ce n'est pas pour dire que les hommes sont inutiles. Attention. Attention. L'homme a un rôle. L'homme a le rôle de la conquête. Et la femme a le rôle de l'organisation. C'est-à-dire que quand on finit de conquérir, les gars qui m'écoutent là, vous avez des pilons qui veulent conquérir tous les jours. Dans vos multiples conquêtes avec vos pilons là. Vous croyez que si vous n'organisez pas vos familles, ces familles seront ordonnées? Je ne pense pas. Regarde celui-là, il tourne la tête. Donc, le pilon, c'est, oui, c'est vrai. On doit conquérir, c'est vrai. Mais, attention, nos mamans là, quand tu as ta maman qui connaît la maîtrise de l'organisation, qui maîtrise l'organisation, qui maîtrise même tes pulsions sexuelles, qui maîtrise tes énergies, qui est capable de te protéger quand tu es en danger. Il faut prendre cette maman au sérieux. Il faut la protéger. Nos femmes sont nos mamans. Voilà. Donc, le fondement de la société est basé donc sur la logique matriarcale. Et c'est sur la base de ce fondement de la société que les civilisations sont nées. Qu'est-ce que la civilisation? Pour que la civilisation puisse naître, il faut que ce peuple ait une vie stable, une vie harmonieuse, une vie favorable. C'est sur la base de la vie favorable que l'homme peut commencer à penser aux choses supérieures. Car il y a un adage qui court les rues, ventre affamé n'a point d'oreille. Tu penses que tu vas aller dire à quelqu'un qui a faim que la constellation d'Orion, la constellation de Saou et tout ça, il ne peut pas te comprendre ça. Lui, il veut manger, hein, il veut pilonner, tout ça. Il n'a pas ce genre de problème-là. Donc, c'est juste pour dire qu'on est obligé de comprendre que la civilisation naît lorsque les conditions de civilisation sont mises en place. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une personne qui est capable de rassembler nos énergies, de les canaliser et de les ancrer et de les élever. Car en termes d'ancrage, ce sont les lois de Mars. En termes d'élévation, ce sont les lois de Mars. Et c'est l'amour et les fréquences vibratoires que la déesse Hathor émet à travers les fréquences de la harpe. Et tout ce qu'on secoue là, on appelle ça quoi? Ce qu'on secoue là, ce que les femmes secouent là, ça a un nom là qui m'échappe. Je ne sais pas. Hein? Quand on chante, le sistre. Voilà! Le sistre. Merci, maman, merci. C'est le symbole de la déesse Hathor. Donc, c'est ça qui crée le rythme, c'est ça qui crée l'harmonie, c'est ça qui fragmente nos atomes pour que ces atomes libèrent l'énergie et que cette énergie nous porte vers les hauteurs. Donc, merci la présence des femmes, vraiment, je suis très ému. Il y a donc ce fondement social qui est basé sur l'organisation de la femme. Car c'est la femme qui est la première éducatrice de la société. C'est elle qui inculque la première éducation à l'enfant à travers l'allaitement. Il y a même d'abord une communication entre la femme et l'enfant pendant les 9 mois de gestation. La femme est en communication permanente. Elle est en communication permanente avec la lune, avec le soleil, avec les étoiles, avec la terre, avec l'eau, avec l'air. La femme est ce symbole qui est le symbole du tout, le rassemblement, qui regorge en soi le mystère des mystères. Et lorsqu'elle enfante, elle continue d'éduquer l'enfant à travers l'allaitement. Elle décide à quelle heure l'enfant doit téter, à quelle heure l'enfant ne doit pas téter, parce qu'elle sait que si elle fait téter à l'enfant, en fonction de ses caprices, cet enfant sera un enfant gâté.
Donc, il faut commencer à le discipliner à travers l'allaitement maternel. Voilà. Les bains. Elle sait comment laver son enfant. Elle sait ce qu'elle doit utiliser. Lorsque l'enfant tombe malade, c'est la médecine même est inventée par les femmes. Parce qu'en tant que celles qui mettent au monde, elles sont obligées de protéger leurs enfants. Et il faut donc trouver des mécanismes pour préserver la santé de ces enfants-là. Donc la médecine, y compris l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est semer la graine et faire germer la graine. Et or, la graine, c'est la conception et l'enfantement. Donc, on comprend que l'agriculture et la médecine, ce sont les femmes qui sont à l'origine de ça. Y compris même les variances, les fréquences vibratoires à travers les cycles de la lune qui correspondent au cycle menstruel de la femme. Donc, dans ma langue, on appelle la lune Ngwan. Dans ma langue, on appelle les menstrues de la femme Ngwan. Dans ma langue, on appelle le mois Ngwan. Dans ma langue, on appelle... qu'est-ce que je vais encore dire? Il y a la jeune femme, il y a la lune, il y a les menstrues de la femme. Et voilà, tout ça, c'est le même nom. Donc, la femme est à la base de l'agriculture et de la médecine. Dans cette organisation sociale, en ce qui concerne l'éducation, la médecine et l'agriculture, mais qui dit agriculture dit quoi? Économie? Mais la base de l'économie, c'est quoi, les frères et les sœurs? Mais ce n'est pas l'agriculture. L'élevage même, ce n'est pas l'éducation de base. La mère qui éduque son enfant, elle ne l'élève pas. Donc, l'élevage et l'agriculture, la femme est à la base non seulement des principes métaphysiques, mais en plus des principes existentiels, des principes éducatifs, c'est-à-dire c'est elle qui prend soin du bébé, c'est-à-dire elle invente la médecine, c'est elle qui éduque le bébé, c'est-à-dire elle invente l'économie et l'élevage, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, et c'est elle qui introduit son fils dans l'initiation. Est-ce que vous saviez ça? Dans les confréries négro-africaines profondes qui sont restées authentiques, c'est soit la mère, soit la grande sœur, soit la tante qui introduit le fils dans l'initiation. Et c'est l'une d'elles qui participe au couronnement de l'initiation. Donc, dans les fresques égyptiennes et dans les textes de Kama, c'est-à-dire de Tameri, on retrouve les mêmes données. Je n'invente rien. Et jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes auprès des grands initiés et qui voyons comment ça se passe, on dit et on reconnaît toujours que c'est la femme qui est à la base de toute initiative. Donc, les sociétés originelles sont fondées sur le matriarcat. Et les principes de ces sociétés, c'est la pensée collective, c'est l'intérêt collectif, c'est, comment on peut appeler ça? C'est le salut collectif. Car la mère ne discriminant personne de personne, la mère rassemble tous ses fils et elle dit, vous tous, vous méritez le bonheur. Vous tous, vous méritez l'éducation. Vous tous, vous méritez l'émancipation, etc., etc. Et donc, le salut dans la pensée africaine est collectif. Le bonheur est collectif. Le bien-être est collectif. Et tout ce qui concerne la vie de l'homme est collectif, car aucun bras, dans nos proverbes, on dit qu'un seul bras ne peut pas attacher le main, un seul bras ne peut pas grimper l'arbre, un seul bras, etc. Il y a tellement de proverbes qui montrent que c'est à travers l'apport des uns et des autres que le développement et l'émancipation peuvent être effectifs. Nous parvenons donc maintenant au niveau de la spiritualité. On vient de montrer que la fondation sociale, les fondations de la société, la vision du monde et l'éducation de base, qui est une éducation matriarcale, il n'y a que celle-là qui est capable de faire la promotion du bien-être collectif, de l'émancipation et tout ce qui concerne la sacralité de la vie et la perpétuation de la vie. Car si la femme est donc le symbole du sacré, elle est le symbole de la vie et elle est le symbole de la perpétuation de la vie. D'où le symbole Ankh et d'où le symbole Maat, d'où le symbole Aseta, c'est-à-dire Isis, et d'où le symbole Nenut, c'est-à-dire Nout, qui est donc la base et le socle à partir duquel ou de laquelle toute chose peut avoir un sens
et toute chose peut obtenir son sens d'émancipation. Et ce sens d'émancipation n'est pas borné aux individus, mais s'étend fondamentalement à la collectivité. Étant entendu que cette collectivité elle-même trouve son fondement dans la cellule qui est le père et la mère, qui eux-mêmes sont issus d'un père et d'une mère, c'est-à-dire d'une famille, d'une ethnie, d'une tribu et d'un peuple. Donc, la pensée africaine fondamentalement est basée sur une émancipation et un développement global, un développement collectif, au détriment du matérialisme et de l'individualisme occidental. Quand nous avons dit matérialisme, cela nous interpelle sur la notion de la spiritualité ou du spiritualisme. Car le matérialisme est opposé au spiritualisme. C'est ce qu'on dit vulgairement. Mais dans la pensée africaine, les deux ne sont pas fondamentalement opposés. Car la seule différence dans la pensée africaine, c'est pour dire ce sont les intérêts collectifs qui déterminent les intérêts individuels. Et les intérêts collectifs eux-mêmes sont déterminés par les idées du peuple, la vision que ce peuple a du monde. Et cette vision que ce peuple a du monde ne tire pas ses fondements de l'avoir, mais tire de son fondement de l'être et du se comporter. Car l'être et le se comporter déterminent l'avoir. Mais de l'autre côté, chez le Codem et les Occidentaux, ils disent que c'est l'avoir qui détermine l'être et le se comporter. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est milliardaire qu'on est respecté. C'est parce qu'on est le plus fort et tout ça. Non. Dans la pensée africaine, ce sont les vertus, le niveau de vertu et le niveau de maîtrise des lois de l'univers qui déterminent le statut supérieur ou inférieur des individus. C'est-à-dire que celui qui n'est supérieur que celui qui a le plus haut niveau de vertu et celui qui a le plus haut niveau de maîtrise des lois de l'univers. Car c'est sur la base de la maîtrise des vertus qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut sans forcer, sans tuer, sans bousculer, sans faire du mal. Car en étant en adéquation avec les lois de l'univers, on est dans la résonance, c'est-à-dire l'harmonie universelle, laquelle harmonie nous confère donc tous les pouvoirs capables ou bien susceptibles de générer notre bien-être sur Terre. C'est sur la base de cette harmonie et de cette maîtrise des vertus. Et plus tard, c'est sur la base de la maîtrise des lois. C'est-à-dire que si je fais ça, à telle période, j'aurai tel résultat. Si j'associe ça à ça, j'aurai tel résultat. Si j'associe ça à ça et à ça, j'aurai tel résultat. Le résultat peut être donc incompatibilité ou compatibilité. Et c'est sur la base des incompatibilités, la maîtrise des incompatibilités, et c'est sur la base de la maîtrise des compatibilités entre les choses qu'on associe, qu'on est donc capable de construire un pouvoir susceptible de nous élever ou alors susceptible de nous enfoncer. Donc, il y a le niveau de vertu et il y a le niveau de maîtrise des lois. Quand on a donc les deux associés, on peut donc devenir un homme modèle, c'est-à-dire une lumière pour les autres, car c'est sur la base du respect de la vertu, des lois, et c'est sur la base de la maîtrise des lois de l'univers que le soleil existe toujours et que le soleil fait son parcours quotidien à travers toutes les variances que vous voyez. C'est sur la base du respect des vertus et sur la base de la maîtrise des lois de l'univers que la Lune continue d'effectuer ses phases et tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est sur la base du respect des vertus et sur la base de la maîtrise des lois de l'univers que la Terre continue de générer les plantes et continue de créer le phénomène de photosynthèse en combinaison avec le soleil et tous les autres astres pour que la vie puisse être possible sur Terre. C'est sur la base du respect de la vertu et sur la base de la maîtrise des lois que les étoiles, telles que l'étoile Sirius, Sopédète, les étoiles, la Croix du Sud et toutes ces étoiles continuent d'être donc les guides de toutes les autres étoiles. C'est sur la base
de la maîtrise de la vertu et sur la base du respect des lois que la voie lactée continue d'être le chemin du cheminement des âmes vers l'illumination et vers l'état d'être de lumière. Et je reviens maintenant dans la vie humaine. C'est sur la base du respect des vertus et sur la base de la maîtrise des lois de l'univers qu'un homme peut être dit être un modèle pour l'humanité, car en ce sens, il est le symbole de l'éternité, il est le symbole de la vertu, il est le symbole de la vie et il est le symbole de la perpétuation de la vie. Et donc, ce n'est que ce genre d'homme qui peut donc être un véritable leader, tant sur le plan politique, je commence, tant sur le plan spirituel, que sur le plan politique, et que sur le plan économique, et que sur le plan éducatif. Donc, le fondement social, s'il se source de la maîtrise de la vertu, de la maîtrise des lois de l'univers, et ce n'est que sur la base de ça qu'on peut avoir un leader capable de tenir compte des intérêts collectifs, car en ce sens, il comprend que si c'est le féminin qui est à la base, tel que les rayons qui se déploient autour de mon cou, issu du nœud qui est autour de mon cou, lui-même issu de mon cou lui-même issu de mon centre gravitationnel, qui lui-même tire sa source du centre gravitationnel de l'univers. Ce n'est que dans ce sens que un pour tous, tous pour un. Ça, c'est la pensée fondamentale de l'Afrique. Pour dire que l'éducation doit faire la promotion de la pensée collective, des intérêts collectifs, du bien-être collectif. La spiritualité doit faire l'intérêt de la pensée collective, des intérêts collectifs et du bien-être collectif. La science doit faire la promotion de la pensée collective, de l'intérêt collectif et du bien-être collectif. Et cette science doit mettre à la base la vie, la perpétuation de la vie et la promotion de la vie. Sur le plan politique, tous les leaders politiques doivent mettre au centre la vie, la perpétuation de la vie, l'intérêt collectif et le bien-être collectif. Sur le plan économique, ça doit être pareil. Et comment ça doit être organisé? Je termine par là, je ne vais pas trop m'allonger. Sur le plan politique et économique, comment ça doit se passer? Je donne juste une image pour que tout le monde me comprenne. Dans l'Égypte pharaonique, comment ça se passait? Il y avait des familles, il y avait des familles, il y avait des tribus. En fait, il y avait des regroupements d'individus en fonction des langues qu'ils parlaient, en fonction de leurs habitudes. Et chaque circonscription sociale avait un emblème qu'on appelait un totem, c'est-à-dire le totem du peuple, qui est donc le génie tutélaire du peuple, qui est le symbole des caractéristiques de ce peuple-là. Il y a donc des peuples qui s'identifiaient à l'éléphant, des peuples qui s'identifiaient au gorille, des peuples qui s'identifiaient au crocodile, des peuples qui s'identifiaient au faucon, des peuples qui s'identifiaient à tel poisson, etc., etc. Donc, il y avait ces multiples totems. Le peuple négro-africain s'est donc retrouvé face à un dilemme. Chaque circonscription, regroupement humain a un totem, un génie tutélaire, en fonction du site où on les trouve. Comment donc harmoniser et concilier ça? Ils se sont livrés un combat non seulement mystico-spirituel ou métaphysique, mais aussi un combat d'idées. À la base, on dit non, nous on est ceci. Dans notre ethnie, on est non. C'est-à-dire que la logique tribale, le ségrégationnisme était à la base des sociétés. Mais la pensée globalisante qui naît du matriarcat fondamental et bref, du matriarcat fondamental, nous a donc amené à surpasser nos égaux. Notre, ce qu'on appelle repli identitaire tribal. Le tribalisme, c'est sur la base des initiés femmes que les initiés hommes ont compris l'intérêt de pouvoir fédérer les forces négro-africaines et de pouvoir rassembler ces totems, étant entendu que chacun de ces totems, chacune de ces emblèmes ou chacune de ces représentations est issue d'un premier principe, parce qu'à la base, il y a un premier principe qui se diversifie
Comme vous voyez, le cercle qui est autour de mon cou, qui émet plusieurs rayons. Ce n'est que la femme ou l'association des femmes qui a donc décidé qu'il faut fédérer les forces négro-africaines pour constituer un pouvoir plus puissant. C'est la raison du combat entre Horus et Seth. Et ce combat est né dans les zones frontalières entre la terre riche, fertile, c'est-à-dire le climat tempéré et chaud, et le climat désertique. D'où le mythe du combat Seth et Horus qu'on retrouve dans les textes des mastabas, dans les textes des pyramides, dans les textes des sarcophages et dans le livre de sortie à la lumière. Ce combat Seth et Horus est donc le combat entre l'ego et la collectivité. Malheureusement, ou tout au moins heureusement, c'est la collectivité dans la pensée africaine qui a pris le dessus et qui a réussi donc à remporter l'ordre. D'où la réunification de la Haute et de la Basse Égypte par le pharaon, le Nesut Biti Meni Nama, qui a donc réunifié la Haute et la Basse Égypte. Malheureusement, plus tard, c'est-à-dire 3000 ans plus tard, l'autre côté a pris le dessus, c'est-à-dire la pensée septième, c'est-à-dire l'ego et la volonté de puissance et le matérialisme, au détriment de la pensée originelle qui faisait la promotion des vertus et de la maîtrise des lois de l'univers. La pensée qui est venue après, c'est-à-dire 3000 ans plus tard, après la réunification de la Haute et de la Basse Égypte, et le florissement de la première civilisation vertueuse de l'humanité, a donc pris un tournant macabre et néfaste, c'est-à-dire l'ère de Seth, l'ère septième, c'est-à-dire l'ère de Satan, d'où l'émergence donc des peuples sémites indo-européens qui font la promotion de l'égocentrisme, de la volonté de puissance et du matérialisme. Nous nous retrouvons donc dans une situation où il y a une confrontation entre deux logiques sociales. Mais avant d'aborder la logique occidentale, j'aimerais dire, dans la pensée africaine, l'organisation consiste à ce que lorsque une famille ensemence la graine et qu'elle réussit à récolter 10 sacs d'arachide, dans les 10 sacs d'arachide, la famille enlève 3 sacs ou 5 sacs pour pouvoir survivre pendant un certain temps. Le reste des sacs, la famille peut donner ça au chef, c'est-à-dire au leader de la communauté. Et chaque famille fait la même chose, afin qu'en période de crise, que le leader de la communauté puisse redistribuer, c'est-à-dire que le leader de la communauté était donc comme le grenier de sa communauté. C'est-à-dire que lorsqu'il y a crise, il est donc capable de redistribuer à chaque famille les moyens de survie afin que les enfants ne meurent pas de faim, que les parents ne meurent pas de faim, que les parents ne souffrent point. Donc, il y a donc cette logique distributive qui régissait l'ordre social sur le plan économique dans la pensée africaine. C'est-à-dire les leaders qui sont dans les symboles de la politique. Parce que chaque leader au sein de sa communauté était lié à un leader beaucoup plus puissant. C'est-à-dire une famille a un chef de famille. Mais dans la famille, il y a plusieurs familles. Il y a donc un chef de clan. Ensuite, il y a un chef d'ethnie. Ensuite, il y a un chef de tribu. Et maintenant, il y a le leader des leaders qui est le pharaon. Donc, dans chaque circonscription, on faisait la même portion. Si on a donné 5 sacs au chef, le chef lui-même prend aussi 2 sacs pour donner à son supérieur. Son supérieur prend aussi pour donner à son autre supérieur. Et donc, ça fait que le pharaon était donc le grenier du peuple qui, en période de crise, était donc capable de redistribuer les biens à tout le peuple pour que le peuple ne meure point de faim. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la Bible, dans la Torah et dans le Coran, on présente toujours Pharaon comme celui-là qui accueille les étrangers pour les nourrir, pour leur accorder l'hospitalité, leur donner à manger, leur donner les moyens de survie. Vous allez donc constater dans la Bible que Abraham a séjourné en Égypte. Le fils d'Abraham, Isaac, a séjourné en Égypte. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, a séjourné en Égypte, etc. Jusqu'à Jésus. Tous ces gens ont séjourné en Égypte parce qu'il y avait donc cette hospitalité et cette organisation sociale qui permettait que le pharaon soit le grenier du peuple qui est capable d'accueillir même les étrangers et de leur distribuer les biens.
Et je voulais terminer en disant, même dans nos villages, j'ai grandi, j'étais enfant. Dans chaque carrefour, on coupait quand le régime, la banane était déjà mûre. C'est-à-dire, ce n'était pas encore jaune, mais c'était déjà mûr en maturité. On coupe, on accroche ça sur un carrefour, on met une cruche d'eau, n'est-ce pas? Tous les passants qui passent par ce carrefour peuvent cueillir quelques doigts de banane et boire un peu de cette cruche d'eau, cette eau issue de la cruche, pour pouvoir poursuivre leur chemin. Et on allait plus loin. Quand l'étranger était épuisé, on l'accueillait chez nous, on lui donnait à boire, on lui donnait à manger, on allait là où se couchait. S'il mettait plus de jours, on trouvait une femme pour lui. Et s'il voulait continuer de rester, cette femme devient sa femme et continue donc, il commence donc à faire les enfants et devient donc un membre de notre famille. Voilà la pensée africaine à la base. Contrairement à l'autre pensée qui est née après, où on nous fait comprendre que les intérêts sont les intérêts des individus, car ces individus sont entretenus par un égrégore artificiel qui a été forgé par l'ordre maçonnique, l'ordre rosicrucien, l'ordre gnostique ou je sais quoi, qui donne l'impression à ces individus qui sont les privilégiés de leur peuple et qui doivent bénéficier des faveurs de leur gourou pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir piller, pour pouvoir détourner les fonds à leur profit personnel. Et ils en sont arrivés jusqu'à sacrifier même leurs propres femmes, leurs propres membres de famille, leurs propres enfants pour privilégier leurs intérêts égocentriques. Nous sommes donc dans deux modèles de société où l'intérêt, d'une part, basé sur la logique matriarcale, est un intérêt collectif et d'autre part, où l'intérêt basé sur la logique patriarcale est un intérêt qui fait la promotion de l'égocentrisme et du matérialisme. Voilà donc ce que j'avais à dire ce soir en ce qui concerne le rapport entre la vision du monde et le développement. Ok. Au top à toutes, au top à tous, au top professeur. Merci vraiment pour la conférence, vraiment très instructif. Jasso, je vais essayer de résumer les 3 questions en une seule, hein, si c'est possible. D'accord. En fait, j'ai remarqué que... Merci encore, parce qu'on voit bien encore que l'environnement, comme ça a été dit, l'environnement façonne l'homme. Et ce que je retiens aussi, c'est enfin, les questions portent sur les pierres, en fait, et les fréquences vibratoires. C'est-à-dire qu'effectivement, le développement, en fait, cosmologique, cosmogonique, révèle aussi comment dire ça? On va dire c'est la bonne vibration, la vibration mahatique. Et en revanche, dans le monde dans lequel on vit, qui est dominé par l'Occident, c'est une mauvaise vibration. Enfin, du moins, c'est pas la bonne en tout cas. C'est pas la vibration, on va dire, mahatique. Et la cosmogonie en fait africaine traditionnelle répond vraiment, ça veut dire, devient vraiment un élément moteur de restauration, de notre restauration à nous et la restauration du monde en fait tout court, même l'univers en général. Et ce que je veux savoir aussi, c'est que par rapport aux pierres, on a parlé de pierres translucides, qui est la cristallisation en fait de l'eau. Mais les pierres qui ne sont pas translucides, est-ce qu'elles répondent aux mêmes lois? Est-ce que c'est issu de l'eau cristallisée, même si elles ne sont pas translucides? Je réponds très rapidement en disant, j'avais déjà expliqué ça en disant, au fur et à mesure qu'on va, on recule. Au fur et à mesure qu'on recule, qu'on va vers les origines, ça devient obscur. Et donc, ce qui va vers les origines est un ancrage de plus en plus profond qui peut donc devenir obscur. Donc, ça peut être translucide au départ, le symbole de la conscience
et de la translucidité. Mais au fur et à mesure que ça s'approfondit, ça devient obscur. Mais ce qui est obscur, fondamentalement, n'est pas mauvais. Même si de l'obscur peut aussi être du mauvais. Parce que là, il faut être capable de faire la part des choses. Mais je veux dire l'obscur dans le sens de l'ancrage, c'est-à-dire de l'éloignement de la mémoire, de l'éloignement de la conscience. C'est pour ça que les pierres d'ancrage sont des pierres noires. Voilà. Les pierres de découverte de soi sont les pierres translucides. Et les pierres d'élévation peuvent donc être des pierres vertes et des pierres bleues, etc., etc. Jusqu'à des pierres lumineuses qui peuvent donc irradier de la lumière. Voilà. Mais je voulais insister en disant, dans le spinel noir, c'est une pierre petite comme ça, noire, très brillante. Mais quand tu l'exposes à la lumière, elle est rouge, rouge sang. C'est une pierre très, très mystérieuse. C'est la pierre, la plus grande pierre de protection. Et tous les hôtels doivent être revêtus de cette pierre. D'accord. C'est une pierre d'ancrage. C'est une pierre d'ancrage. Il y a les pierres d'ancrage, les pierres de découverte de soi et il y a les pierres d'élévation. D'accord. Et donc, si on veut, pour ce qui concerne le système nerveux, on va dire le câblage électrique du corps, en fait, c'est quelle pierre correspond à ce domaine? En ce qui concerne les détails comme cela, tu pourras m'écrire inbox. D'accord. Je vais te donner les détails, voilà. Parce qu'il faut qu'on avance. D'accord, merci. Tu as pris mon numéro, j'espère. Oui. Voilà. On avance. Merci. Hotep à tous, je suis écouté. Oui. Suis-je écouté? Oui, je t'entends. D'accord, je suis tombé. Oui, je suis tombé par hasard sur le lien de cette conférence. Hein, et je pense à présent que les dieux m'ont guidé les dieux de Kama m'ont guidé dans les réseaux sociaux. Je travaille depuis un moment sur l'arbre généalogique. Et je remercie toi de m'éclairer sur des questions sur lesquelles j'ai jusqu'ici été coincé. Je voudrais beaucoup plus me axer sur l'ancrage profond lié à notre arbre généalogique. Lorsqu'on monte dans notre arbre généalogique, le nombre de grands-parents augmente en puissance de 2. C'est un constat que j'ai eu à faire. Je voudrais donc savoir si ce pouvoir qui nous enveloppe, si ce pouvoir qui nous entoure, nous protège, n'est-ce pas, a un lien avec le chiffre 2. Entre parenthèses, je fais allusion à la numérologie. Ça, c'est la première question que je pose. Autre chose, toujours en étudiant l'arbre généalogique, je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes qui se répliquent à chaque étage de l'arbre généalogique. Je vais prendre l'exemple de mon épouse. Sa grand-mère a été violée. Elle a été violée et je m'attends à ce que ma fille, par exemple, n'est-ce pas, soit exposée dans sa vie. Je voudrais donc savoir, est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour pouvoir couper, par exemple, ces différents problèmes qui se répliquent à chaque niveau de l'arbre généalogique? Le troisième élément, justement, c'est vraiment un remerciement. J'étais toujours suivi à la télévision, sur les plateaux de télévision. Je suis très, très content d'échanger avec toi comme ça directement et d'avoir ton numéro de téléphone enfin. Donc, je voudrais remercier seulement sur les 2 mots que tu as donnés tout à l'heure, les mots ordre et beauté, qui en fait sont des mots qui reflètent une certaine réalité transcendantale. En fait, je recherchais des mots comme ça pour pouvoir demander à ma fille d'ordonner sa chambre sur la base, n'est-ce pas, des mots comme cela. Vraiment, merci beaucoup pour ces 2 mots ordre et beauté. Ça va pouvoir m'éclairer dans l'éducation de ma petite fille. Merci. OK. Je ne vais pas te répondre en 1 minute. Hein. Je te réponds. Je peux évoluer. Il parle encore. OK. Bon, je disais que très rapidement, il parle du chiffre 2 ou du nombre 2. Il n'y a pas que le 2, il y a le 4. Il n'y a pas que le 4, il y a le 6. Il n'y a pas le 6, il n'y a pas que le 6, il y a le 8. Hein? Donc, dans la parité négro-africaine, la parité la plus élevée, c'est la parité 8. C'est ça qui crée l'ogdoade. Mais juste pour dire, c'est l'ogdoade qui enfante les néades. Parce que le nombre sacré dans la pensée africaine, c'est 9. Ce n'est pas 7, hein? C'est 9. Voilà. Donc, avant d'arriver à 10, il faut que tu arrives à 9 pour recommencer à 1 et on met 0 derrière. Voilà. Et c'est comme ça que le cycle évolue. Donc,
lorsque on dit 2, 2 implique 4, 4 implique 6, 6 implique 8. Donc, au fur et à mesure que tu évolues, c'est comme ça que tu élargis ta sphère aurique, c'est-à-dire la sphère de ton aura, de ta fréquence vibratoire, de ta protection. Et donc, c'est ça, la notion de grégor naît de là. Et je parle ici de l'égrégore naturel, parce qu'il y a une différence entre l'égrégore naturel et l'égrégore artificiel. L'égrégore artificiel, c'est un petit groupe d'individus qui a voulu créer un mouvement qui sert leurs intérêts. L'égrégore naturel, c'est ce qui naît naturellement d'une généalogie et de la vie et des préoccupations quotidiennes des individus qui les lient à leur généalogie et à leur vie. Et c'est ça qui fait en sorte que lorsque chacun de ces individus prend conscience de ce lien entre sa vie et sa généalogie, qu'il devient donc quelqu'un de puissant. Donc, on ne parle pas que du 2, on va aussi parler du 4, on va aussi parler du 6 et on va terminer par le 8. Donc, au fur et à mesure que tu montes, au fur et à mesure, tu acquiers le pouvoir sur le plan généalogique. Maintenant, pour réparer les fautes en ce qui concerne le karma des générations, il y a des rituels. S'il a ce genre de problème, il peut venir au Cameroun, là, il peut m'écrire inbox ou bien il vient au Cameroun. Il y a plusieurs sites, je travaille avec des grands prêtres traditionnels. Je n'ai jamais une prétention, je n'ai jamais la prétention de dire que je suis un grand initié qui initie les gens. Je dis toujours que je suis en association avec des papas, des grands frères, et chacun de nous apporte ce qu'il peut apporter en ce qui concerne ses compétences pour pouvoir trouver des solutions, apporter des solutions aux gens qui ont ce genre de problème. Voilà. Donc, le frère peut faire un déplacement pour le pays si sa famille a ce genre de problème, pour que sa fille ne subisse plus ce que sa mère ou sa grand-mère ont subi. On fait le rituel, il nous donne juste les codes sur le plan généalogique et on rompt la malédiction et puis sa vie continue de manière aisée. Donc, en ce qui concerne la troisième préoccupation, je le remercie de m'avoir suivi et tout, dans les médias et tout le reste. Voilà. Voilà. Merci. Ouais. Bon, tout ce que je peux dire aux frères et aux sœurs qui sont là, c'est que pensons à... C'est vrai, il y a déjà l'Institut qui existe. C'est une bonne chose. Et j'ai aussi créé une chaîne de télé avec 2 amis. Un frère originaire du Bénin, nommé Oindomabu, qui est un prêtre, un grand prêtre vaudou. Et un autre frère d'ici, nommé Nyamsi Yomba. Si vous suivez les émissions de Kemet Télévision, vous allez voir ces gens. Donc, j'ai créé une chaîne de télé qui s'appelle Kemet Télévision. En dehors de ma chaîne YouTube personnelle, j'ai une chaîne de télé.
Mais nous avons des préoccupations de connecter cette chaîne sur satellite. Parce que pour l'instant, on émet localement. Mais il faut être sur satellite pour pouvoir répandre les informations. Mais déjà, je peux vous dire, si vous allez sur YouTube, vous tapez Kemet Télévision, vous allez voir toutes les émissions que nous faisons sur Kemet Télévision. Vous prendrez donc le temps de les suivre jour par jour et vous aurez la connaissance du savoir qu'on diffuse dans cette chaîne de télé. Par ailleurs, j'appelle les sœurs et les frères de combat à penser à construire, ou tout au moins à participer à la construction des temples traditionnels où on va véhiculer notre spiritualité, on va vivre notre spiritualité, à construire des écoles kamites. Bon, il y a l'institut qui existe déjà, c'est déjà bien, mais à les multiplier. Et au-delà de ça, à construire des centres culturels kamites où on va pouvoir associer la production des œuvres d'art sur le plan figuratif et en rapport avec la compréhension métaphysique et spirituelle de l'art négro-africain. Donc voilà ce que je peux dire. Et nous continuons d'être ensemble. Ceux qui veulent venir au pays, ils ont mon contact. Ceux qui veulent qu'on continue la communication, je reprends le contact. J'ai dit plus 237 676 40 74 40. Je reprends. Plus 237 676 40 74 40. Donc, c'est un contact WhatsApp par lequel je peux recevoir les sollicitations et on pourra continuer de travailler ensemble. Voilà. Merci. Peut-être. Ok.